Bonsoir, bienvenue dans Au Quotidien et Au Quotidien la suite en ce mercredi 8 janvier et à la présentation ce soir, Anthony Piton. Bonsoir Anthony. Bonsoir Alexandre Ferrer, bonsoir à tous. Et dans cette édition, Tarmac, une association incontournable au Mans pour les personnes en quête d'autonomie. Oui, l'association assure notamment une mission d'intermédiaire entre locataires et propriétaires, mais la liste des demandeurs de logement s'allonge. On en parle avec Yves Rouault, le président de l'association Tarmac. Et puis dans la deuxième partie d'Au Quotidien, on vous parle du livre Cours Teresa. Cours, c'est sorti aux éditions du Borégeau et l'auteur Marie-Alexandrine sera avec nous. Mais tout de suite, on passe à l'actu du jour. Au sommaire de ce mercredi 8 janvier 2025, les changements en Sarthe suite à l'évolution de la loi pour le plein emploi. Depuis le 1er janvier, France Travail devient un réseau unique pour l'emploi avec l'ambition de mieux accompagner les personnes en recherche d'emploi. Des salariés de LDC manifestent devant le siège à Sablé-sur-Sarthe ce mercredi suite à l'annonce de la fermeture d'un abattoir du groupe dans le Cher. Et puis, c'est une vente aux enchères exceptionnelle qui s'annonce au Mans ce samedi avec une flopée d'objets militaires mis à la vente. Plusieurs routes inondées en Sarthe après les fortes pluies de ce mercredi, Anthony. Oui, et selon les services du département de la Sarthe, plusieurs axes sont coupés à la circulation ce mercredi soir. C'est le cas notamment de la RD 115 entre Fresnay-sur-Sarthe et Piacé, actuellement sous les eaux. C'est le cas aussi de la RD 55 entre Vivoin et Maraîcher. Des déviations ont été mises en place aussi sur la RD 212 à Moncé-en-Belin ou encore sur la RD 227 à Montbiseau, mais la liste est longue, il y a beaucoup de routes coupées. Actuellement, toutes les informations de circulation sont disponibles sur le site du Conseil départemental de la Sarthe, sarthe.fr. Les évolutions de la loi pour le plein emploi sont entrées en vigueur. Au 1er janvier de cette année, avec une place plus centrale pour France Travail, l'ancien Pôle emploi qui va désormais regrouper tous les secteurs de la recherche d'emploi, mais aussi des 15 heures d'activité hebdomadaire demandées aux allocataires du RSA. Une conférence de presse était organisée ce mercredi au Mans pour comprendre l'application concrète sur notre territoire. Les explications avec Colin Ancel. 2025, nouvelle année, à France Travail, nouvelle subtilité. La loi pour le plein emploi évolue avec un principe d'inscription centralisé. Les membres de Cap Emploi destinés aux personnes en situation de handicap, ceux des missions locales entre 16 et 25 ans, les demandeurs du RSA, tous seront liés à France Travail. Pour une entreprise, c'est la garantie, par exemple, de recevoir des candidatures de jeunes, de personnes porteuses d'un handicap ou de France Travail ou des personnes bénéficiaires du RSA. Donc, il y a un gain, effectivement, à mieux se coordonner et donc à faire des choses que l'on a construites ensemble pour le réseau pour l'emploi. Dans la deuxième région la moins touchée par l'inemploi, la Sarthe est le moins bon élève, 7,4% de chômeurs au troisième trimestre 2024. Avec autant d'organismes regroupés, le taux de chômage pourrait augmenter. La réforme va aboutir à ce que des personnes qui n'étaient pas inscrites comme demandeuses d'emploi vont l'être. Naturellement, ça va créer une petite évolution dans les chiffres. On s'attachera à distinguer cette évolution liée à une réforme sans changement de situation de l'évolution de la conjoncture. Et puis il y a dans cette loi le contrat d'engagement signé entre le demandeur d'emploi et l'organisme référent et ces 15 heures d'activité hebdomadaires qui varieront selon les situations. Ce sont des démarches vers les entreprises, ce sont des recherches d'offres, ce sont des formations, des immersions en entreprise. C'est pour certaines personnes passer le permis de conduire, se former, faire des démarches pour trouver un logement. Donc vous voyez bien que selon les personnes, le contrat d'engagement va être de nature différente, avec des actions différentes. Le but de cette réforme, permettre un retour à l'emploi. En Sarthe, entre janvier et novembre 2024, plus de 28 000 personnes inscrites à France Travail ont signé au moins un contrat de plus d'un mois. Un rassemblement devant le siège du groupe LDC suite à l'annonce de la fermeture d'un abattoir de volailles dans le Cher. Le site d'abattage de Blancafort va fermer au printemps prochain. 116 salariés sont concernés dans cette usine rachetée par le groupe LDC en 2015. Et ce mercredi, une cinquantaine de personnes étaient présentes devant le siège de LDC à Sablé-sur-Sarthe pour entamer des négociations. Le reportage d'Alexandre Ferrer. Le sort semble scellé pour ces salariés d'une usine d'abattage de volailles dans la région Centre-Val de Loire. En octobre dernier, la direction du groupe LDC annonce la fermeture du site situé à Blancafort. On est là pour défendre tous nos camarades qui sont sur place
Il y a 116 emplois qui sont liquidés, on va dire. Donc voilà, pour essayer de partir dignement du groupe LDC. En cause, une baisse de consommation de la dinde, moins 42% depuis 20 ans, provoquant une diminution des abattages. Avec un déficit financier de près de 30 millions d'euros depuis 2018, la recherche d'un repreneur est mise en œuvre. Aucun ne s'est manifesté. Nous savons quasiment pertinemment à 99% que nous sommes condamnés. Nous ne voulons pas que ça arrive sur d'autres sites LDC, vu le marché de la dinde actuellement qui est en dents de scie, mais ça LDC le sait depuis 20 ans. Ça fait depuis 20 ans que ce marché fonctionne, ne fonctionne plus, fonctionne, ne fonctionne plus. Pourquoi LDC n'a pas réagi avant? 20 ans pour se retourner, pour un groupe LDC, ça me paraît beaucoup. 9 salariés du site ont fait plus de 300 km pour se rendre devant le siège à Sablé-sur-Sarthe. À 14 h, le groupement syndical entame des négociations avec la direction. Ce qu'on demande, que la supralégale, on parte dignement avec un petit peu d'argent, c'est tout. On n'est pas des mendiants. La fermeture de l'abattoir est annoncée pour le 31 mars 2025. De nouvelles négociations concernant les indemnités se tiendront ce jeudi à Blancafort. On passe tout de suite à l'invité de notre journal, Yves Rouault, président de l'association Tarmac. Bonsoir Yves Rouault. Bonsoir. Alors, est-ce que vous pouvez tout d'abord nous présenter brièvement votre association que beaucoup de Manceaux connaissent, mais quels sont les services et les missions que vous avez à l'association Tarmac? On s'occupe des personnes en état de précarité, voilà, d'une manière très, très globale. Pour vous donner une idée, l'année dernière, on a accompagné 8000 personnes, avec 210 salariés, 180 bénévoles. Quels sont le profil de ces personnes? Alors vous dites en situation de difficulté, c'est des personnes sans domicile notamment? Oui, mais pas que, loin de là. Ça peut être des personnes qui ont eu un pépin de vie et qui se retrouvent transitoirement ou non à la rue, qui risquent d'aller à la rue, donc on essaye de prévenir l'expulsion. Ça peut être des demandeurs d'asile, évidemment, mais il y a tous les profils que l'on peut voir, toutes les personnes qui ont eu un moment à l'autre besoin d'un coup de main. Alors depuis un peu plus d'un an maintenant, 1 an et demi, vous avez lancé une agence immobilière sociale qui met en relation les propriétaires et les locataires, les demandeurs de logement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne tout d'abord cette agence? Oui, on appelle ça Tarmac Immo, on n'est pas original dans les noms, mais c'est original, c'est une agence sociale, une agence immobilière sociale. Il y a tout le mot social qui est important derrière. Ouais. Ça s'adresse à un public qui est loin du logement, que beaucoup de bailleurs privés, on n'en parle pas, mais même sociaux, ont du mal à intégrer parce qu'ils ne rendent pas tous les critères. Ils ont parfois des difficultés, ils ne peuvent pas prouver qu'ils peuvent se débrouiller par eux-mêmes. Donc c'est ce qui fait que nous servons de locataire, nous sommes le locataire officiel du propriétaire et on sous-loue à la personne, c'est-à-dire que c'est nous qui garantissons le loyer, l'état de l'appartement si jamais il y a problème, ce qui n'arrive pas souvent, mais pas plus qu'une location traditionnelle. Donc c'est une sécurité pour l'employeur, pour le propriétaire, pardon, qui sait qu'il va être loué et qu'il sera payé. Les demandes sont en constante augmentation, les listes d'attente s'allongent. Vous avez un peu plus de 500 personnes aujourd'hui qui attendent. On peut considérer à peu près, en sachant qu'actuellement, on a tout de même 350 personnes qui sont logées de cette manière, par l'intermédiation locative, sur 200 appartements et une cinquantaine de propriétaires. Donc vous êtes constamment à la recherche de logements. Quels obstacles vous rencontrez pour répondre à ces besoins, puisqu'il y a 500 personnes? La pénurie de logements. Ouais. Je pense que malgré tout, la Sarthe, même si j'ai entendu ces jours-ci qu'on était dans les régions attractives sur le plan du prix du loyer, on n'a tout de même pas assez de logements pour la demande. Et ce qui fait qu'on est toujours en recherche. Il y a aussi une frilosité parfois certains propriétaires qui préfèrent ne pas louer plutôt que de risquer de ne pas avoir de revenus. Nous, on enlève cette garantie, cette peur-là, puisque de toute façon, on va payer. Comment vous les incitez, ces propriétaires privés, du coup, à bénéficier en tout cas, à faire rentrer leurs appartements dans votre agence immobilière? Il y a les avantages fiscaux, c'est-à-dire que de ce fait-là, il y a des avantages fiscaux qui fait que ça devient attractif, même si le loyer est en moyenne, disons, le prix du marché bas.
le prix du marché bas, donc, mais ils sont garantis de choses. Ce que l'on fait, ce qu'on accompagne aussi, parce qu'on veut éviter tout ce qui est passoire énergétique et autres, il est bien évident que tous ceux qui sont classés F et G, on n'accepte pas. C'est évident. Et ceux qui sont un petit peu limites, on incite le propriétaire à faire les travaux. On l'oriente aussi vers les différentes structures pour qu'ils puissent bénéficier des aides, style de l'ANA et autres, pour avoir des logements décents. Comme beaucoup d'associations, Tarmac est à la recherche de bénévoles. Vous avez des besoins croissants en termes de nombre de bénévoles. Quel type de profil vous recherchez actuellement? Tous les profils. Ouais. Donc ça va de l'aide à la limite de l'aide le soutien scolaire, ça va en passant par l'aide à l'apprentissage du français, le service à table, l'aide, préparation des repas, enfin tout est envisageable, l'accompagnement des personnes aussi dans des démarches administratives, médicales aussi, parce que parfois il y a des gens qu'il faut aller accompagner, envoyer chez les médecins qui sont parfois pas tout de suite à la porte à côté. Enfin bon, c'est très polyvalent, disons, comme demande de bénévolat. Merci beaucoup Yves Rouault d'avoir accepté notre invitation. Merci, bonne soirée. Avis aux collectionneurs d'objets militaires. Des enchères exceptionnelles se tiendront ce samedi à vendre. Des véhicules, des sabres, des casques et des décorations militaires. Les lots les plus anciens datent du 19e siècle et Elsa Cribier est allée sur place. C'est l'une des stars de la vente. Il vient tout juste d'arriver après 2 années de négociations. Un visol amphibie utilisé par les Américains pendant la Seconde Guerre mondiale, mais aussi par les Français en Indochine. C'est un produit qui risque affoler un petit peu les collectionneurs et puis qui n'est pas courant non plus. Donc l'estimation elle est de 20 à 30 000 euros sur celui-ci et on espère bien plus. Des véhicules militaires de la Seconde Guerre mondiale, des armes, des décorations militaires provenant de France et d'ailleurs. Des lots que Julien Thomas a mis 6 ans à amasser. Là, on doit être sur la 15e vente Militaria depuis que j'ai commencé. Très clairement, c'est la plus belle. C'est une vente qui regroupe 500 lots et environ 4 collections seulement. Pour cette vente, Julien Thomas attend des acheteurs provenant de toute la France, et même de l'étranger, puisque certains objets sortent du lot. Celui-ci, le galant premier type, donc avec un système de chargement qui est loin d'être commun. Vous voyez un petit peu comment sur ce revolver pouvaient être mises les cartouches. Regardez, avec un système qui se télescope comme ça. Voilà, c'est quelque chose qui n'a pas perduré après dans le temps, si vous voulez. Donc ça, effectivement, ça risque d'affoler un petit peu les collectionneurs parce que c'est vraiment pas commun du tout. Les acheteurs pourront examiner les lots dès vendredi 14h. Le début des ventes commencera, lui, le lendemain à 10h30. Les estimations démarrent à 50 € et dépassent les 20 000 €. 3 rendez-vous gratuits dans le cadre de la Semaine du sang au Mans, Anthony. Ça sera les mardis 21 et dimanche 26 janvier. 3 événements sont organisés pour sensibiliser le grand public au monde acoustique. Ça commencera avec une conférence consacrée à l'univers des cloches d'église au CPFI Musique du Monde, mardi 21 janvier. Et puis 2 autres événements suivront ce dimanche. Une autre conférence sur l'histoire de la science des sons à l'auditorium de la médiathèque Aragon, ainsi que des visites guidées de l'Institut d'acoustique de l'Université du Mans. Autre sujet, le zoo de la Flèche attire toujours autant le public. Oui, à l'issue de l'année 2024, le parc animalier sarthois conserve sa place de 3e site touristique des Pays de la Loire. Plus de 315 000 visiteurs ont visité le zoo de la Flèche l'an dernier. C'est stable par rapport à 2023. Notez que dans son bilan, le parc note une augmentation de 10% du nombre de Sarthois parmi les visiteurs cette année. Et puis, basket, un mot du MSB qui surclasse Tours en Coupe de France. Et les tangos partaient pourtant avec 14 points de retard en raison des nouvelles règles de la fédération. Mais le MSB a fait respecter la hiérarchie en s'imposant 72 à 94 sur le parquet de Tours, qui évolue 2 divisions en dessous. Avec cette victoire, le MSB se qualifie pour les quarts de finale de la Coupe de France. Voilà, c'est la fin de notre journal. On se retrouve Au quotidien la suite après une courte page de pub et de météo. À tout de suite.
Bonsoir messieurs, dames, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne journée en notre compagnie malgré des conditions météo, c'est vrai, qui ont été quand même assez mitigées. Alors pour votre soirée, encore de nombreux nuages sur l'ensemble du territoire. On n'est pas à l'abri également d'avoir quelques précipitations sous forme d'averses. Côté température, celle-ci évolue entre 10 et 12 degrés. Comptez 10 degrés à Blois ou encore du côté de Tours, 11 degrés au Mans, Laval ou encore du côté de Mamers, Idé-Massy et le Guillaume ou encore pour Alençon, 12 degrés pour Sablé-sur-Sarthe ou encore pour La Flèche. Concernant la journée de jeudi, au petit matin, vous le voyez, ce sera sensiblement la même situation avec toujours les nuages qui resteront très nombreux sur l'ensemble du territoire, de la pluie. Alors très localement, peut-être quelques petits flocons de neige. Donc soyez très prudents si vous devez prendre les routes avec localement des sols glissants. Les températures, quand elles évoluent entre 4 et 5 degrés, comptez 4 degrés à Blois, 5 degrés au Mans ou encore pour La Flèche. Pour la suite de votre journée, eh bien mine de rien, ça va légèrement s'améliorer avec un tout petit peu plus d'éclaircies, avec, vous le voyez, un ciel un petit peu plus variable, quelques éclaircies, quelques passages neigeux, température entre 6 et 7 degrés au meilleur de l'après-midi. Malheureusement, vendredi, l'arrivée d'une nouvelle perturbation, avec toujours ces averses qui resteront assez fréquentes tout au long de la journée. Température maximale entre 3 et 4 degrés au meilleur de l'après-midi. Samedi, ça devrait s'améliorer à nouveau avec davantage d'éclaircies. Les températures, quant à elles, resteront stationnaires, mais toujours en dessous des normales de saison. En ce 9 janvier, on gagne quelques minutes de soleil. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Bienvenue dans la suite d'Au Quotidien. Si vous nous rejoignez, on fait un point tout de suite avec notre partenaire RPI de la Loire sur la qualité de l'air de notre région. L'indice de la qualité de l'air reste moyen sur l'ensemble des départements de la région ce jeudi, du fait des concentrations en ozone dans l'air. Les conditions météorologiques avec des vents d'ouest et le retour de la pluie devraient permettre de maintenir les concentrations des polluants tels que les particules ou le dioxyde d'azote à des niveaux faibles. On passe à l'invitée de cette deuxième partie d'Au Quotidien. Elle est bretonne d'origine et s'est installée au Mans en 2010 comme professeure d'espagnol dans un lycée. Pour autant, Marie-Alexandrine nous fait voyager dans la cité du Plantagenet du Mans avec son livre Cours Teresa, cours que j'ai juste ici, publié aux éditions du Borrego et paru en fin d'année 2024. Marie-Alexandrine, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce livre et de son concept, pour commencer ? Alors, moi j'ai besoin de m'ancrer dans un paysage. Donc quand je suis arrivée sur le Mans pour le connaître, j'habitais donc dans la cité Plantagenet. Et donc je me suis promenée dans le vieux Mans, le Mans historique. Et j'ai adoré. Donc je me suis dit que ce serait intéressant de mettre en place une intrigue qui ferait la part belle à cette espèce de premier personnage, de premier plan qui est le Mans. Et justement, parlons un peu plus en détail quelque part de ce livre. Nous suivons le parcours aussi de deux personnages, Teresa qui est aide à domicile et Pierre Patrel, un jeune professeur de lettres. Ils vont sillonner plusieurs recoins du Vieux-Mans jusqu'à atteindre à leur rythme une maison tout en hauteur au cœur de la cité Plantagenet du Mans. Pour cela, ils passeront plusieurs étapes. Quel rapport donnez-vous entre cette épopée dans la cité Plantagenet et le jeu de loi qu'on retrouve quand même en première de couverture du livre ? Alors, en fait, le jeu de loi, qu'est-ce que c'est ? C'est une espèce de trajectoire obligatoire entre le début de la vie et la fin de la vie, entre la case 1 et la case 63, qui est le paradis des oies, avec toutes ces embûches, tous ces traquenards, mais aussi ces jolies choses qui arrivent dans la vie. Donc, moi, je me suis amusée, parce que je me suis beaucoup amusée avec ce livre. Je me suis amusée à faire à mes deux personnages principaux, mais aussi à beaucoup d'autres, parce que en fait, le plateau de jeu, c'est le Vieux-Mans, c'est la cité Plantagenet, c'est aussi la place de la République, enfin, c'est les alentours. Et donc, je me suis amusée à les faire déambuler, chacun à son rythme, chacun à sa convenance, avec ses problèmes, mais aussi ses joies. Mais les deux principaux partenaires, Pion
joueurs, oui, ont la même destinée. Ils doivent récupérer une maison qui est la case 63 du jeu de loi, mais qui est aussi une maison au cœur, qui leur tient à cœur, et qui est une maison au cœur du Vieux-Mans. Et d'ailleurs, pour accentuer un peu plus cette métaphore que vous faites avec le jeu de loi, on retrouve en quelque sorte dans ces formes de chapitres du livre, vous les nommez les cases, qui vont donc de 1 à 63, comme vous l'avez mentionné, comme le jeu d'origine. Et ces étapes vont se faire sur 2 périodes différentes. Donc il y a 2013 notamment avec Teresa, et 2015 pour Pierre Patrel, période que vous connaissez parce que vous y étiez. Oui, j'y étais, et donc j'ai vu toutes les... en 2013, le centre du Mans, c'était... Notamment avec les travaux du tramway de 2013 à 2015. Et donc, moi, j'ai pu voir un petit peu la différence entre avant le tramway et après le tramway. Donc, mes 2 personnages rendent compte aussi de cette différence. C'était Beyrouth, le centre du Mans, je pense que les Manceaux s'en souviennent. Et donc, ça m'a amusé de montrer une Teresa qui, elle, est en proie et qui bute contre les tas de pierres. Et puis, ce jeune professeur très fleur bleue, Pierre Patrel, qui lui, voit la vie autrement. Parce qu'en fait, autant Teresa, elle est dans le quotidien, dans le concret, elle assiste des personnes en fin de vie. Et donc, on ne la lui fait pas, en fait. Autant Pierre Patrel, lui, c'est un universitaire, il a envie de faire correspondre sa vision très littéraire des choses avec la réalité, et c'est juste pas possible. Surtout qu'il a en face de lui des élèves qui maintenant n'ont plus du tout envie de ça, et ont envie d'avoir quelque chose de beaucoup plus concret. Et justement, je vais revenir sur un point que vous venez de mentionner, mais un petit peu plus clairement, c'est cette jeune Teresa qui est donc, comme vous dites, d'ailleurs confrontée à multiples reprises à la fin de vie en tant qu'aide à domicile, la profession de ce personnage, et un thème ancré dans l'actualité, avec le projet de loi sur la fin de vie. Quel message souhaitez-vous faire passer concrètement? Le message d'abord discuter, savoir ce que les gens ont envie pour leur fin de vie. Le consentement aussi, il faut que, en fait, si on veut aider une personne, il faut que cette personne-là l'ait exprimé. Et ça me tient à cœur. C'est peut-être la seule chose un petit peu, je dirais, sérieuse. Il y a beaucoup de choses sérieuses dans mon livre, mais qui portent à conséquence. C'est qu'en ce moment, c'est vrai que on se demande comment on peut faire pour aider les personnes en fin de vie qui ont envie de passer à autre chose, mais qui n'en ont pas les moyens et qui ne savent pas quoi faire. Donc simplement alerter, faire une espèce de démarche. Mais j'ai pas voulu que ce soit un livre triste, au contraire. Enfin, c'est pas du tout... D'amener à la réflexion, en oui, fait. c'est surtout amener à la réflexion, parce qu'en fait... la vie, ça fait partie de la mort, et la mort fait partie de la vie, quoi. Moi, je trouve que il faut aller. Et Teresa est une joggeuse, elle court, elle est très dynamique, elle est très, très investie avec ces personnes âgées, mais elle vit aussi pleinement sa vie de jeune femme. Et donc, ça, c'est super important. Elle court tout le temps, Teresa. D'où le titre que vous accentuez d'ailleurs, qui est une référence à un film allemand qui s'appelle Cours, Lola Cours, par le réalisateur canadien Tom Tykwer, si je le prononce bien, qui est sorti en 1999. Et il y a une autre référence qui me semble importante aussi de mentionner, c'est vous faites référence à Paul Scarron, quand même, dans votre ouvrage, poète et écrivain burlesque du XVIIe siècle, qui a résidé donc, au Mans pendant plusieurs années. Et pourquoi cette référence ? C'est quand même le mari de Madame de Maintenon. Tout à fait. Et bon, c'est vrai que c'est l'auteur maison du Mans. Donc, moi, ça m'a amusé de le mettre dans le jeu de loi. Et c'est vrai qu'il a une case à lui déjà, c'est-à-dire que il part pour les matines, alors qu'il est perclus d'arthrose et qu'il est dans un état physique lamentable, mais toujours une super belle plume.
Et il y a une autodérision de cet homme-là vis-à-vis de lui-même. Et j'ai voulu faire plein de clins d'œil, les chapeaux de chacune de mes cases, de chacun de mes chapitres. C'est ce que lui a fait dans son roman comique. Vous cassez le 4e mur, en quelque sorte. C'est l'auteur qui s'adresse aux lecteurs et aux lectrices. Oui, quelque part. Oui. Dans le théâtre de la vie, on y est. Hein, Tout à fait. Voilà. Et donc, en fait, cet homme-là, il m'a inspiré beaucoup parce qu'il m'inspire aussi pour mes 2 personnages principaux. Teresa, c'est Mademoiselle de l'Étoile, pour ceux qui connaissent un peu le roman comique. Et puis mon Benet, mon Fallot, mon gentillet universitaire, c'est Ragotin. C'est ce petit avocaillon véreux dont parle Paul Scarron, avec beaucoup de verve et beaucoup d'humour aussi, parce que c'est ça surtout. C'est un homme qui était perclus, qui souffrait énormément et qui était... Merci. Mais très très amusant dans sa plume et dans sa façon de s'exprimer et de d'écrire surtout. Merci Marie-Alexandrine. On peut retrouver donc votre livre dans les 2 grandes librairies du Mans, Thuard et Doucet. Il est également possible de le commander sur le site de l'éditeur éditionduborrego.com ou encore par l'intermédiaire de n'importe quelle librairie. Merci encore Marie-Alexandrine d'être venue sur notre plateau. On joue à présent sur LMTV, gagner 2 entrées pour le Geek Life Festival les 18 et 19 janvier. Cette année, des invités exceptionnels comme Hélène Rollès, Jackie du club Dorothée ou encore le youtubeur Le Bouzeux. Pour ce jeu, il vous suffit de nous envoyer un mail sur jeu@lmtv.fr avec votre nom, vos coordonnées. Et puis un petit mot gentil, ça fait toujours plaisir. Et Laurence de l'équipe vous répondra ensuite. Demain, l'invité de notre journal, il sera question de la situation de Valeo à la Suze-sur-Sarthe après l'annonce de la fermeture du site pour cette année. Quelle suite pour les salariés? Nous en saurons plus avec Jean-Christophe Prévost, élu des négociateurs CFE-CGC de la Suze. Mais tout de suite, c'est les infiltrés du dimanche avec Lilian Brault à la présentation. L'équipe des infiltrés vous fait revivre l'événement du cyclocross de Sablé, la corrida d'Arnage ou encore le 13e Zik à Brac. Et c'est la fin de notre journal. On se retrouve demain dans Au Quotidien, 18h30. Et je vous souhaite une bonne soirée.